En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, la grand-mère de quelqu'un est en train d'avoir une attaque cérébrale qui aurait pu être complètement évitée. La triste réalité, 4 médicaments courants qui se trouvent dans les armoires à pharmacie, à travers le pays, augmentent silencieusement le risque d'attaque cérébrale jusqu'à 300%. Et la grande majorité des personnes qui les prennent n'en ont absolument aucune idée. Je suis le docteur Natalia Delgado, et après avoir étudié la santé et la longévité pendant 2 décennies, j'ai découvert quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Des millions de personnes âgées prennent sans le savoir des médicaments qui augmentent considérablement leur risque d'AVC. Il ne s'agit pas de médicaments expérimentaux ou de traitements rares. Ce sont des médicaments courants que votre médecin de confiance vous a prescrits, des médicaments sur lesquels vous comptez, des médicaments que vous n'avez jamais remis en question. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est que le 4e médicament dont nous allons parler aujourd'hui est couramment administré aux patients atteints de démence pour les calmer. Mais des études récentes montrent qu'il peut tripler leur risque d'AVC et presque doubler leur risque de décès. La plupart des familles qui prennent cette décision n'ont jamais été informées de ces dangers. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble ces 4 catégories de médicaments. Non pas pour vous faire peur, mais pour vous donner les informations nécessaires pour avoir des conversations éclairées avec votre équipe soignante. Car en matière de santé, l'information est vraiment un pouvoir. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Veuillez indiquer votre localisation dans les commentaires et me faire savoir si vous avez déjà eu des inquiétudes concernant les effets secondaires des médicaments. Votre participation nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations importantes. Je vais commencer par vous expliquer ce qui se passe lors d'un AVC, car ces informations vous aideront à comprendre pourquoi ces médicaments sont si préoccupants. Imaginez que votre cerveau est une ville incroyablement sophistiquée, avec des milliards de quartiers neuronaux reliés entre eux par un vaste réseau d'autoroutes que sont les vaisseaux sanguins. Ces autoroutes transportent l'oxygène et les nutriments, le carburant essentiel qui permet à chaque partie de votre cerveau de fonctionner parfaitement. Un AVC survient lorsque la circulation sur ces autoroutes essentielles est perturbée. Il existe 2 causes principales à cela, qui constituent toutes 2 des urgences médicales graves. Le premier type est appelé AVC ischémique. Il survient lorsqu'un caillot sanguin bloque l'une des artères de votre cerveau, comme un accident majeur bloquant une autoroute importante. Lorsque cela se produit, les tissus cérébraux, qui dépendent de cette artère pour leur apport en oxygène et en nutriments, commencent à subir des lésions en quelques minutes. Plus le blocage dure longtemps, plus les lésions sont permanentes. Le deuxième type est un AVC hémorragique, qui survient lorsque l'une de ces autoroutes sanguines se rompt, provoquant un saignement directement dans le tissu cérébral. C'est comme l'effondrement d'un pont qui non seulement bloque la circulation, mais cause également des dommages supplémentaires à la zone environnante. Voici ce qu'il est particulièrement important de comprendre au sujet du vieillissement et du risque d'AVC. À mesure que nous vieillissons, notre cerveau devient plus vulnérable à ce type de lésions. C'est un peu comme une voiture ancienne qui, bien que toujours précieuse et fonctionnelle, nécessite un entretien plus minutieux et est plus sensible à certains carburants et à certaines conditions. Notre cerveau vieillissant traite les médicaments différemment de celui des personnes plus jeunes. Ce qui peut être parfaitement sûr pour une personne de 30 ans peut présenter des risques importants pour une personne de plus de 60 ans. Les 4 médicaments dont nous allons parler peuvent interférer avec le fonctionnement normal du cerveau et créer les conditions propices à un AVC, souvent de manière silencieuse, pendant des mois, voire des années, avant de provoquer des problèmes. Examinons maintenant chacune de ces catégories de médicaments, en commençant par ceux que vous avez probablement chez vous en ce moment. La première catégorie pourrait vous surprendre, car ces médicaments sont si courants que la plupart des gens les considèrent comme totalement inoffensifs. Il s'agit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, communément appelés AINS. Cela inclut des noms familiers tels que l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac. Ce sont les solutions de choix pour les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et les symptômes de l'arthrite. La raison pour laquelle ces médicaments sont préoccupants en termes de risque d'AVC n'est pas immédiatement évidente, et c'est précisément ce qui les rend dangereux. La plupart des gens les prennent sans y réfléchir à 2 fois. Après tout, on peut les acheter dans n'importe quelle épicerie sans ordonnance. Cependant, chez les adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui les prennent régulièrement pour des affections chroniques comme l'arthrite, les AINS peuvent créer une tempête parfaite de conditions qui augmentent considérablement le risque d'AVC. Voici comment cela se produit.
Les AINS agissent sur votre corps par le biais de 3 mécanismes distincts qui se combinent pour créer des problèmes. Tout d'abord, ils interfèrent avec la régulation naturelle de la pression artérielle de votre corps. Les AINS provoquent une rétention excessive de sodium et d'eau par vos reins, ce qui augmente le volume total de sang dans votre système circulatoire. En même temps, ils peuvent rendre vos vaisseaux sanguins moins souples et plus résistants à la circulation sanguine. Imaginez que vous essayez de faire passer plus d'eau dans un tuyau d'arrosage qui devient de plus en plus rigide. La pression à l'intérieur doit augmenter considérablement. Cette élévation de la pression artérielle est particulièrement dangereuse pour le risque d'AVC, car l'hypertension artérielle est le facteur de risque modifiable le plus important pour l'AVC. Lorsque votre pression artérielle reste élevée pendant longtemps, elle exerce une pression constante sur vos vaisseaux sanguins, ce qui les rend plus susceptibles de développer des problèmes. Les AINS augmentent le risque d'AVC de 2 autres façons, par leurs effets sur vos reins et sur le système de coagulation sanguine. Vos reins jouent un rôle crucial dans le maintien d'une pression artérielle saine, et les AINS peuvent altérer leur fonction, en particulier chez les personnes dont les reins ont déjà été affectés par des décennies de vieillissement normal. De plus, les AINS interfèrent avec les plaquettes, les minuscules cellules sanguines responsables de la formation de caillots lorsque vous vous blessez. Si nous avons besoin de plaquettes pour arrêter le saignement lorsque nous nous coupons, des problèmes surviennent lorsqu'elles forment des caillots à l'intérieur des vaisseaux sanguins où elles n'ont pas leur place, comme dans les artères qui irriguent votre cerveau. Le troisième mécanisme implique une inflammation chronique et le développement de plaques artérielles. L'utilisation prolongée d'AINS peut en fait favoriser l'inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins. Cette inflammation crée des zones rugueuses où le cholestérol et d'autres substances peuvent s'accumuler, formant des plaques qui rétrécissent vos artères. Si un morceau de l'une de ces plaques se détache, il peut se déplacer vers votre cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de la façon dont cela peut se produire. Carlos était un enseignant à la retraite de 68 ans qui s'était découvert une passion pour le jardinage après avoir pris sa retraite. Malheureusement, après avoir passé des années debout dans une salle de classe, ses genoux avaient souffert et il avait développé une arthrose douloureuse. Sa solution semblait simple et inoffensive. 2 comprimés de diclofénac tous les matins au petit déjeuner. Carlos n'a jamais considéré ces comprimés comme un médicament au sens strict du terme. Ils étaient juste quelque chose qui lui permettait de continuer à profiter de son jardin. Ses examens annuels révélèrent que sa tension artérielle augmentait légèrement, mais son médecin lui dit qu'il n'y avait pas encore lieu de s'inquiéter. Ce que Carlos ne savait pas, c'est que ces comprimés quotidiens provoquaient progressivement des changements dans son système cardiovasculaire. Sa tension artérielle continua d'augmenter lentement. Ses artères perdirent de leur souplesse. De petites inflammations s'accumulèrent dans ses vaisseaux sanguins au fil du temps. Un matin, alors qu'il s'occupait de ses roses, Carlos s'est soudainement senti étourdi. L'arrosoir lui a glissé des mains et il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus lever correctement son bras droit. Sa femme l'a trouvé assis sur un banc dans le jardin, confus et incapable de parler clairement. Il était victime d'un AVC. Les médecins des urgences ont déterminé qu'un caillot sanguin avait obstrué une artère dans le cerveau de Carlos. Bien qu'il n'ait pas pu désigner les AINS comme seule cause, les médicaments avaient certainement contribué à créer les conditions qui ont rendu son AVC plus probable. Il est important de comprendre que vous n'avez pas à choisir entre vivre avec la douleur et accepter le risque d'AVC. La clé est d'avoir une discussion éclairée avec votre professionnel de santé sur l'approche la plus sûre pour gérer la douleur dans votre situation particulière. Voici quelques questions que vous pourriez poser. Compte tenu de mon âge et de mon état de santé actuel, quelle est l'option la plus sûre pour soulager ma douleur? Quelle est la dose efficace la plus faible de ce médicament et pendant combien de temps dois-je vraiment le prendre? Existe-t-il d'autres traitements que nous devrions essayer d'abord? Parfois, des alternatives telles que l'acétaminophène, les analgésiques topiques, la physiothérapie ou d'autres approches non médicamenteuses peuvent être tout aussi efficaces avec des risques cardiovasculaires moindres. La deuxième catégorie de médicaments préoccupants concerne un problème de santé dont beaucoup de personnes ont honte de parler, ce qui signifie malheureusement que les risques sont souvent passés sous silence. Il s'agit des médicaments anticholinergiques, qui sont couramment prescrits pour traiter l'hyperactivité vésicale et l'incontinence. Pour des millions de personnes âgées, les problèmes de contrôle de la vessie peuvent avoir un impact significatif sur leur qualité de vie. La crainte d'accident peut entraîner un isolement social et une réduction du niveau d'activité. Lorsque les personnes consultent un médecin pour ces problèmes,
Celui-ci leur prescrit souvent des médicaments tels que l'oxybutynin, la toltérodine ou la solifénacine. Ces médicaments peuvent être très efficaces pour réduire les symptômes vésicaux. Le problème avec ces médicaments réside dans leur mode d'action dans l'organisme. Ils fonctionnent en bloquant un messager chimique important appelé acétylcholine. Dans la vessie, cette action bloquante détend le muscle et réduit l'urgence et la fréquence d'émiction. Cependant, l'acétylcholine n'est pas seulement importante pour le fonctionnement de la vessie, elle est également essentielle pour le fonctionnement du cerveau, notamment la mémoire, l'attention et la régulation du flux sanguin vers le cerveau. Le problème est que ces médicaments n'agissent pas uniquement sur votre vessie. Une fois que vous les prenez, ils circulent dans tout votre organisme, y compris dans votre cerveau, où ils bloquent également l'acétylcholine. Cela entraîne plusieurs effets préoccupants. Tout d'abord, le blocage de l'acétylcholine dans le cerveau peut entraîner des troubles cognitifs. Les personnes qui prennent ces médicaments souffrent souvent de troubles de la mémoire, de confusion et de troubles mentaux. Parfois, ces symptômes sont attribués à tort au vieillissement normal, alors qu'il s'agit en réalité d'effets secondaires des médicaments. Plus pertinent pour le risque d'AVC, l'acétylcholine joue un rôle en aidant les vaisseaux sanguins de votre cerveau à répondre de manière appropriée aux besoins changeants en oxygène. Lorsque ce système est perturbé, certaines zones de votre cerveau peuvent ne pas recevoir un flux sanguin suffisant lorsqu'elles ont besoin de plus d'oxygène. Ces médicaments peuvent également provoquer une hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute importante de la pression artérielle lorsque vous vous levez. Cela peut entraîner des vertiges et des chutes, mais cela signifie également que votre cerveau reçoit périodiquement moins de sang qu'il n'en a besoin. Au fil du temps, ces épisodes de réduction du flux sanguin cérébral peuvent contribuer au risque d'AVC. L'expérience de Martha illustre comment ces effets peuvent se développer progressivement. C'était une femme de 75 ans pleine de vie qui avait conservé une vie sociale active après le décès de son mari. Lorsqu'elle a commencé à ressentir des envies pressantes d'uriner qui l'empêchèrent de quitter son domicile, son médecin lui a prescrit de l'oxybutynin. Au début, Martha était ravie des résultats. Elle pouvait à nouveau participer à son club de lecture, faire du shopping et rendre visite à ses amis sans se soucier constamment de trouver des toilettes. Cependant, au bout de quelques mois, ses filles adultes ont commencé à remarquer des changements. Martha semblait plus distraite, parfois confuse, au sujet de conversations récentes et parfois instable lorsqu'elle se levait d'une chaise. Un après-midi, alors que Martha se levait de son fauteuil de lecture préféré, elle a été prise de vertiges violents et est tombée. L'examen à l'hôpital a révélé qu'elle avait subi un accident ischémique transitoire, souvent appelé mini-AVC, qui est un signe avant-coureur grave d'AVC futur. Lorsque son équipe médicale a passé en revue tous ses médicaments, elle a réalisé le lien entre son médicament pour la vessie et ses symptômes neurologiques. Le médicament qui lui avait redonné confiance et une vie sociale menaçait potentiellement sa santé générale. Si vous prenez des médicaments pour des problèmes de vessie, il est important de ne pas arrêter brusquement, car cela peut entraîner une aggravation des symptômes. Discutez plutôt de vos préoccupations avec votre professionnel de santé. Renseignez-vous spécifiquement sur les nouveaux médicaments qui agissent différemment et n'interfèrent pas avec la fonction de l'acétylcholine. Il existe également des approches non médicamenteuses qui peuvent être très utiles, notamment des exercices du plancher pelvien, des techniques d'entraînement de la vessie et des modifications alimentaires telles que la réduction de la consommation de caféine et d'alcool. Notre troisième catégorie de médicaments préoccupants comprend certains médicaments qui sauvent véritablement la vie dans certaines situations, ce qui rend l'évaluation des risques et des avantages plus complexe. Il s'agit des corticostéroïdes systémiques, tels que la prédnisone et la dexaméthasone. Si vous avez déjà souffert d'une crise d'asthme grave, d'une réaction allergique sévère ou d'une poussée d'une maladie auto-immune, vous avez peut-être constaté l'efficacité remarquable de ces médicaments. Ils peuvent littéralement sauver des vies en réduisant rapidement une inflammation dangereuse. Le problème avec les corticostéroïdes est que leur puissance s'accompagne de risques importants, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à long terme. Ils affectent simultanément plusieurs systèmes de l'organisme d'une manière qui peut augmenter considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Les corticostéroïdes augmentent le risque d'AVC par le biais de plusieurs mécanismes qui agissent conjointement. Tout d'abord, ils provoquent des changements importants de la pression artérielle en amenant votre corps à retenir le sodium et à perdre du potassium. Cela entraîne une rétention d'eau et une augmentation du volume sanguin, ce qui provoque souvent une augmentation substantielle de la pression artérielle. Deuxièmement,
Ils interfèrent avec le contrôle de la glycémie, ce qui peut parfois conduire à un diabète induit par les stéroïdes. Une glycémie chroniquement élevée endommage les vaisseaux sanguins dans tout votre corps, les rendant plus susceptibles de développer des caillots et moins capables de réagir normalement aux besoins changeants du flux sanguin. Troisièmement, les corticostéroïdes modifient votre profil cholestérol et peuvent rendre votre sang plus susceptible de former des caillots. Lorsque vous combinez des vaisseaux sanguins endommagés, une pression artérielle élevée et une tendance accrue à la coagulation, vous créez les conditions idéales pour un AVC. L'histoire de Jorge montre comment ces effets peuvent s'accumuler au fil du temps. C'était un homme de 72 ans atteint d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, sévère. Pendant plusieurs années, chaque fois que Jorge avait une crise respiratoire, ses médecins lui prescrivaient un traitement à base de prednisone qui l'aidait à respirer plus facilement et pouvait lui sauver la vie. Cependant, au fil du temps, Jorge a développé une hypertension artérielle et un taux de glycémie prédiabétique. Son équipe médicale se concentrait naturellement sur la prise en charge de sa maladie pulmonaire, mais les effets cumulés des traitements répétés à base de stéroïdes créaient des risques cardiovasculaires. Un après-midi tranquille, alors qu'il lisait, Jorge a remarqué que les mots sur la page semblaient bouger. En quelques minutes, il s'est rendu compte que le côté gauche de son visage était engourdi. Il était victime d'un AVC. Bien que la prednisone ne soit pas le seul facteur en cause, elle a certainement contribué à créer les conditions qui ont favorisé l'accident vasculaire cérébral. Lorsque les corticostéroïdes sont médicalement nécessaires, l'objectif doit toujours être d'utiliser la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Pour des affections telles que l'asthme, l'utilisation de stéroïdes inhalés qui agissent localement dans les poumons peut souvent réduire le besoin de médicaments oraux qui affectent l'ensemble de l'organisme. Si vous devez prendre des corticostéroïdes systémiques, il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre équipe soignante afin de surveiller et de gérer les effets secondaires, notamment en contrôlant plus fréquemment votre tension artérielle et votre glycémie. Nous arrivons maintenant à la catégorie de médicaments la plus préoccupante de notre liste. Je l'ai gardée pour la fin, car elle présente certains des risques les plus élevés d'AVC et représente l'une des tendances les plus inquiétantes dans les soins aux personnes âgées. Les médicaments antipsychotiques, notamment la risperidone, l'olanzapine et la quétiapine, ont été initialement développés pour traiter des troubles psychiatriques graves tels que la schizophrénie. Dans ce contexte, ils ont une utilité médicale importante. Cependant, ces médicaments puissants sont de plus en plus utilisés chez les personnes âgées atteintes de démence pour traiter des symptômes comportementaux tels que l'agitation, l'agressivité ou les troubles du sommeil. Cette utilisation hors AMM s'est généralisée dans les maisons de retraite et autres établissements de soins, souvent dans le but de faciliter la prise en charge des patients. Le problème est que l'utilisation de médicaments antipsychotiques chez les personnes âgées atteintes de démence comporte des risques extrêmement élevés. La FDA a émis l'avertissement le plus sévère possible, appelé Black Box Warning, à propos de cette pratique, car des études montrent que ces médicaments peuvent de presque doubler le risque de décès dans cette population, l'AVC étant l'une des principales causes. Le risque d'AVC est particulièrement élevé, car ces médicaments affectent plusieurs systèmes de l'organisme simultanément. Ils peuvent provoquer des chutes dangereuses de la pression artérielle lorsque les personnes se lèvent, entraînant des chutes et des périodes pendant lesquelles le cerveau ne reçoit pas un apport sanguin suffisant. Ils peuvent également provoquer des rythmes cardiaques irréguliers qui favorisent la formation de caillots sanguins et leur migration vers le cerveau. De plus, les antipsychotiques provoquent souvent une prise de poids rapide et des changements importants du taux de sucre et de cholestérol dans le sang, créant des conditions métaboliques qui augmentent encore le risque d'AVC. La situation d'Elena illustre les conséquences tragiques que cela peut avoir. Elle était une femme de 80 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui vivait avec son fils dévoué. À mesure que sa démence progressait, Elena devenait de plus en plus agitée, surtout le soir. Elle faisait les 100 pas sans répit, semblait effrayée et confuse, et s'énervait parfois lorsque son fils essayait de l'aider. Se sentant dépassé et désespéré d'aider sa mère, le fils d'Elena a parlé à son médecin de ses changements de comportement. Le médecin a prescrit une faible dose de risperidone, expliquant que cela aiderait Elena à rester plus calme et moins agitée. Au début, le médicament semblait réduire l'agitation d'Elena. Cependant, elle est également devenue beaucoup plus somnolente, dormant presque toute la journée et semblant moins réceptive à sa famille. Son fils a remarqué qu'elle semblait instable lorsqu'elle marchait, mais il a attribué cela à la progression de sa démence. Un après-midi,
Le fils d'Elena l'a trouvée assise dans son fauteuil, le regard vide et le visage visiblement affaissé. Elle avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des séquelles permanentes et a encore réduit sa qualité de vie. Les médicaments qui étaient censés améliorer le confort d'Elena et faciliter les soins ont au contraire créé les conditions qui ont conduit à un accident vasculaire cérébral dévastateur. Cette situation représente l'une des conversations les plus difficiles auxquelles les familles sont confrontées. Si un proche atteint de démence se voit prescrire un médicament antipsychotique, il est essentiel de le défendre en posant des questions directes sur les alternatives plus sûres.